dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram Touré. Vous recevez ce soir le professeur Abdou Wahab Diop. Merci bien. C'est ça? Chérif Diop, je pense que tu l'as fait exprès. C'est cher Abdou Wahab Diaye. Il est professeur agrégé des facultés de droit. Il est également professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est bien ça? Bonsoir, professeur. Merci. Bonsoir, madame. C'est effectivement ça. On va d'abord commencer par les conflits nés sur des questions foncières. Très souvent, on en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Merci, madame. Tout d'abord, vous me permettrez de vous remercier pour cette invitation qui me donne l'opportunité de partager, d'échanger sur des questions d'actualité, mais aussi qui intéressent tout un peuple. Par rapport au conflit, j'ai l'habitude de dire que l'essentiel du contentieux par rapport à la terre au Sénégal est dû à une méconnaissance de la réglementation. Malheureusement, on a des textes inconnus ou bien méconnus ou bien une absence de maîtrise de ces textes par la cible, c'est-à-dire la population. Eh bien, c'est ça malheureusement alors qui va justifier, qui justifie alors ces conflits-là que nous connaissons par rapport au foncier sénégalais. Quels sont les types de terres que nous avons? Au Sénégal, nous avons 3 types de terres qui obéissent à 3 régimes. On a ce que l'on appelle les terres du domaine national, organisées par la loi de 1964. On a ce que l'on appelle les terres du domaine de l'État, organisées par la loi de 1976. Et enfin, les terres des particuliers que vous et moi, nous détenons. Par rapport aux terres du domaine national, je l'ai dit tantôt, c'est la loi de 1964 qui les organise. Ces terres regroupées en 1964, presque 98... Beaucoup de choses ont changé depuis 1964 à aujourd'hui. Est-ce que cette loi prend en compte les réalités actuelles? Je suis de ceux-là qui ont l'habitude de dire que c'est la meilleure loi du Sénégal. Contrairement aux critiques et tout ça, moi j'ai la conviction que la loi de 1964 est notre meilleure loi. Pourquoi je le dis? En 1964, la loi regroupait presque 98% de nos terres. Et cette loi était subdivisée en 4 zones. Et pour chaque zone, un objectif qui lui était assigné. Et ces objectifs sont encore d'actualité. On a les zones urbaines. C'est les parties du domaine national situées à l'intérieur des communes et qui devaient permettre leur expansion. C'est donc des réserves temporaires qui devaient assurer l'expansion des communes, les Rufisque 2 et tout ça là. On a à côté les zones terroirs. Les zones terroirs, c'est les terres du domaine national où il y a la culture, il y a l'élevage, il y a les pâturages et tout ça. 3e zone, c'est les zones classées. Parce que le législateur avait cette envie-là, cette volonté-là de préserver l'environnement, de préserver l'intérêt des générations futures, en posant les zones classées, où on va trouver alors les forêts, les parcs nationaux et tout ça. 4e et dernière zone, c'est ce qu'on appelle les zones pionnières. Les zones pionnières devaient servir au développement. Si vous entendez parler de Saïed dans les années 65, et après, en 81, quand le président Abdou est venu et tout ça, Saïed s'est bâti sur des terres des zones terroirs. Et c'était pour favoriser l'agriculture au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, vous dites que la loi de 64 est la meilleure pour vous, mais on a également la Commission nationale de réforme foncière de 2012 qui a quand même apporté beaucoup d'autres choses, qui ont amené beaucoup d'autres points importants, surtout par rapport au titre foncier. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi la différence entre titre foncier, titre de propriété et tout? Si vous permettez que je puisse revenir d'abord sur cette volonté-là de modifier la loi de 64. Quand je dis que c'est la meilleure loi du Sénégal, effectivement, à l'aune du temps, elle va présenter des rides. C'est naturel, c'est normal, c'est une œuvre humaine qui doit suivre les turpitudes du temps, qui va subir cela. La réforme dont vous parlez, elle a été annoncée en 2004, parce qu'effectivement, il y a des problèmes dans la loi de 64. Ce n'est pas parce qu'elle est bonne qu'elle est parfaite. En 2004, on avait annoncé la réforme de la loi de 64 en 2006. La réforme devait intervenir en 2006. C'est la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004 qui était venue apporter des propositions pour adapter la loi de 1964 aux besoins présents. La protection des paysans, la reconnaissance des exploitations agricoles et tout ça. Si vous voulez, après, on peut y revenir. Donc la réforme devait intervenir en 2006. Cette réforme-là n'est pas intervenue. Après, on a eu les commissions qui ont aussi eu à faire des propositions. On nous dit que c'est dans les tiroirs, ce n'est toujours pas adopté. Donc effectivement, la loi de 64, à bien des égards, mérite des adaptations. La loi agro-silvopastorale de 2004 avait programmé ces adaptations. La commission de réforme est venue préciser ces adaptations.
Mais quelque part, il y a une volonté politique qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes propositions-là. Vous avez listé tout à l'heure 3 types de terres. Et si on prend l'exemple du conflit qui oppose le PDG de Sedima aux populations de Linguère, dans quel cas de figure serait logé ce conflit-là? C'est un conflit qui part de la loi de 1964 pour s'installer dans le domaine de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 3 catégories de terres. Oui. Le conflit de Ndingler, de ce que j'ai pu avoir comme information, part de la loi de 1964 et s'installe dans le domaine de l'État. Je m'explique. La loi de 1964, je parlais tout à l'heure des zones terroirs. Ça donne l'opportunité au conseil rural d'alors, devenu des communes, de pouvoir accorder des droits d'usage sur ces terres-là, pour que ça puisse servir à l'agriculture. Avec, sous 3 conditions, l'attribution doit être personnelle, tu dois assurer la mise en valeur personnellement ou avec l'aide de ta famille. Mais c'est des droits précaires. Ces droits précaires, on ne les succède pas, on ne les vend pas, on ne les apporte pas en garantie. Très bien. Raison, ça fait partie alors des critiques de la loi de 64 que la loi de 2004 était venue corriger. Maintenant, M. Ngom, si je comprends bien, avait alors une délibération. Était affectataire de terres du domaine national, plus particulièrement des zones terroirs. Il a entamé une procédure, la procédure d'immatriculation. Il a demandé à l'État d'immatriculer. Parce qu'effectivement, les terres du domaine national peuvent être immatriculées par l'État. L'État est la seule personne compétente à pouvoir immatriculer des terres du domaine national. Aujourd'hui, il dit qu'il est propriétaire de ces terres. Oui, c'est sur ça que je vais venir. Sur l'histoire historique de cette propriété-là. L'État peut immatriculer les terres du domaine national. Quand l'État les immatricule, l'État les loge dans ce qu'on appelle son domaine privé. Parce que la loi de 1976 qui organise le domaine de l'État subdivise ce domaine en domaine privé de l'État et en domaine public de l'État. Quand l'État immatricule ces terres du domaine national, il va les loger dans son domaine privé. Il en est le propriétaire. Une fois les avoir logés dans son domaine privé, il peut y accorder des baux. Au Sénégal, on en a 2. On a le bail ordinaire, qui ne dépasse pas 18 ans. On a le bail amphithéotique, qui est compris entre 18 ans et 50 ans. Mais la dernière information que j'ai pu avoir, c'est quoi? Monsieur Ngom, après avoir obtenu un bail amphithéotique, a pu, à la place de l'amphithéose, parce que le bail amphithéotique accorde ce que l'on appelle de l'amphithéose. Le droit que le bail amphithéotique accorde, c'est ça qu'on appelle amphithéose. Mais des dernières informations que j'ai pu obtenir, monsieur Ngom est aujourd'hui titulaire d'un droit de propriété. Oui. Ça aussi, c'est possible, mais c'est encadré. Parce que vous savez, le législateur des années 60 avait en esprit la superficie du Sénégal, les exigences de développement du Sénégal. Et les différentes lois, la loi de 64, la loi de 76, sont innervées par les principes du développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître un droit de propriété à une personne privée qui puisse aujourd'hui bénéficier des hectares de terre? Effectivement, c'est sur ça que je viens. Est-ce qu'un droit de propriété, comme son nom l'indique, veut dire que cet espace m'appartient? Oui, je commence par là. Oui, le droit de propriété signifie que tu as l'usus, l'abusus et le fructus. L'espace va t'appartenir. Mais c'est sûr, si je continue tout à l'heure, je disais que les terres du domaine de l'État, l'État peut les vendre. Mais le législateur de 1976, dans cette volonté-là de préserver le développement durable, exige, quand l'État vend une terre de son domaine privé, de solliciter une autorisation de l'Assemblée nationale. Donc l'État peut vendre à un particulier des terres de son domaine privé, mais le préalable, c'est l'autorisation de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. La deuxième chose maintenant, est-ce qu'un Sénégalais l'État peut vendre à un Sénégalais des hectares de terre? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Et cette question installe un débat entre l'économique et la préservation des intérêts à venir, des intérêts des générations futures. Pour le développement de l'agriculture, doit-on pouvoir donner à une personne des hectares de terre? On peut lui donner des hectares de terre, mais est-ce que le droit de propriété est le droit le plus à même de pouvoir préserver les intérêts en présence? Personnellement, je pense que non. Il y a également le droit réel qu'il faut disposer. Il faut disposer du droit réel pour pouvoir dire que cet espace m'appartient. Est-ce que c'est le cas pour M. Ngom? S'il dit détenir un droit de propriété, il a le droit réel, parce que le droit de propriété est un droit réel. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Eux, qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Pour l'économie, pour les investissements, le droit de propriété préserve l'investisseur. C'est une vérité. Mais nous sommes dans un pays qui fait 196 712 km². Le bail amphithéotique préserve totalement les intérêts d'un investisseur. Madame, vous savez aujourd'hui,
le droit des affaires dans le monde est gouverné par ce qu'on appelle la propriété économique. Partout dans le monde, on ne parle plus de propriété juridique, c'est-à-dire cette histoire de « j'ai la propriété ». Non. Il faut une mise en valeur. On est dans ce qu'on appelle la propriété économique, qui veut dire quoi? Tu n'es pas le propriétaire juridique du bien, mais on te donne un droit qui te permet de pouvoir investir, de préserver ton investissement, d'amortir ton investissement. Et tout ça, le bail emphytéotique le permet. Moi, mon problème est alors, pourquoi donner un droit de propriété sur autant d'hectares dans un pays qui a peu de terres, alors que le bail emphytéotique répondait ou permettait de répondre aux attentes de certains investisseurs. Mais si aujourd'hui tu as un TF ou un bail, cela veut dire quoi? Ça te garantit en quoi? Oui. D'abord, si vous me permettez de faire une précision terminologique. J'entends souvent au Sénégal dire « j'ai un bail, je veux un TF ». En réalité, quand on a un bail, ça veut dire que déjà il y a un TF. Quand on a un bail, le bail s'appuie sur un titre foncier. On a d'abord un titre foncier. Le titre foncier, c'est le point d'orgue de la procédure d'immatriculation. On termine la procédure d'immatriculation par la création d'un titre foncier pour l'immeuble. Maintenant, une fois qu'on a le titre foncier, on commence les droits réels. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle du bail. Le bail accorde un droit réel que l'on appelle l'amphithéose. Maintenant, ce droit réel qu'on appelle l'amphithéose, qui est un droit réel au même titre que l'autre droit réel, la propriété. Donc, amphithéose accordée par le bail amphithéotique et propriété sont deux droits réels. Mais qu'est-ce qui les différencie? Parce que les deux droits présentent sensiblement les mêmes avantages. Mais qu'est-ce qui les différencie? Quand on a l'amphithéose, au même titre que le droit de propriété, l'amphithéose, on le vend. L'amphithéose, on l'hypothèque. L'amphithéose, on le succède. Mais la différence, c'est quoi? L'amphithéose a une durée de vie limitée dans le temps. Mais aujourd'hui, est-ce que parce qu'on cultive les terres de nos ancêtres pendant des millénaires, qu'aujourd'hui ces terres nous appartiennent? Pour pouvoir disposer d'une terre, il faut quand même avoir des documents qui le démontrent. Ça me permet de revenir sur la première question de tout à l'heure, les terres du domaine national. Parce que quand on dit souvent on cultive des terres de nos ancêtres, ça porte sur les terres du domaine national. Oui. Les terres du domaine national, je disais tantôt qu'on nous les affecte. L'affectation est un droit personnel et précaire. Cela veut dire quoi? Quand on t'affecte la terre, tu l'utilises, mais tu n'en es pas le propriétaire. Ça, c'est la première chose. Tu ne peux donc pas vendre la terre parce que tu n'en es pas propriétaire. On te l'a juste affectée. Tu ne peux pas vendre la terre et quand tu décèdes, tes héritiers ne succèdent pas à la terre. Il y a eu une affaire très célèbre qui avait défrayé la chronique à l'époque, l'affaire héritier Serigne Saliou Dangote. Parce que ces terres, on ne les succède pas. C'est la raison pour laquelle les gens disent que ces terres du domaine national ne permettent pas le développement économique. Mais sur ce point, la loi de 2004 portant loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est votée au Sénégal, qui est en vigueur au Sénégal, apporte une solution. La loi agro-silvopastorale a mis en place ce que l'on appelle l'exploitation agricole. En nous disant que l'exploitation agricole peut être familiale, mais aussi peut être industrielle ou commerciale. Et la loi nous dit, quand l'exploitation agricole est industrielle ou commerciale, ceux-là qui travaillent dans l'exploitation, on doit les appliquer le code du travail et les conventions collectives. Mais le problème que l'on a au Sénégal, dans le fond, c'est qu'on a des textes, on a d'excellents textes, mais c'est leur application ou leur effectivité qui pose problème. Moi, je voulais parler des paysans qui cultivent, par exemple, une terre pendant des décennies ou pendant des années. Est-ce que cela veut dire, parce que le paysan est là à cultiver ces terres pendant des années, parce que c'est la terre de ses ancêtres, que ces terres lui appartiennent? Malheureusement, non. J'y ai répondu tout à l'heure, mais peut-être sans descendre dans les détails carrément. Quand on t'affecte ces terres du domaine national, parce que les terres du domaine national, on a le droit de les utiliser de deux manières. Soit tu utilisais la terre avant 64, donc quand est arrivée la loi de 64, on considère qu'on t'a accordé de plein droit un droit d'usage. Si tu n'utilisais pas la terre avant 64, il te faut demander un droit d'usage pour pouvoir utiliser ces terres. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce droit d'usage, c'est pour toi l'affectataire, pas pour tes héritiers. C'est pour toi l'affectataire, tu ne peux pas le vendre. C'est pour toi l'affectataire, tu ne peux pas l'offrir. Tu dois l'utiliser personnellement, parce que c'est un droit intuitif personnel. Quand tu l'utilises, quand tu décèdes, la terre rentre dans le domaine national. Sauf si tes héritiers demandent une réaffectation dans un délai de 3 mois ou de 6 mois selon l'appartenance de la terre par rapport aux zones. Mais mes parents qui utilisent les terres du domaine national n'en sont pas les propriétaires. Même si, malheureusement, dans la pratique, on constate que des gens vendent ces terres-là.
Et sur ce point-là, j'aimerais rappeler que l'article 423 du Code pénal sénégalais sanctionne la vente des terres du domaine national. Parce qu'on n'en est pas propriétaire. La vente, elle est nulle et justifie des sanctions pénales. Autre chose qui a été abordée, mais vous n'êtes pas en tout cas rentré dans le vif du sujet, ou en tout cas c'est moi qui n'ai pas perçu le sens de votre réponse, c'est quand on parle du droit de propriété, toujours dans l'affaire Ndingler, il y a certes des conditions qui sont fixées pour que la personne puisse faire usage de ces terres. Mais aujourd'hui, à qui doit-on reconnaître ce droit ? Le droit de propriété, si j'ai bien compris votre question, toute personne peut l'avoir. C'est toute personne. Même les étrangers peuvent être propriétaires terriens au Sénégal. Sur le domaine national? Non, ce n'est pas le domaine national. On ne peut pas avoir de droit de propriété sur le domaine national. On a des droits de sur les terres privées de l'État. Sur les terres du domaine privé de l'État, on peut avoir un droit de propriété là-bas. Mais pour l'avoir, c'est l'État qui nous... Parce qu'il y a deux possibilités pour être propriétaire par rapport au domaine de l'État. L'État nous vend, et j'ai dit tout à l'heure que quand l'État vend une terre de son domaine privé, l'État doit solliciter une autorisation de l'Assemblée nationale. Deuxième possibilité, quand l'État t'accorde un bail amphithéotique, mais à usage d'habitation. Je précise bien, à usage d'habitation. L'État t'a donné un bail amphithéotique, tu utilises l'immeuble à usage d'habitation. Tu ne l'utilises pas à usage professionnel. Quand tu l'utilises à usage d'habitation, il y a eu une loi de 2011 avec le président Wade, renforcée en 2017 avec le président Sall, qui permet à tous les Sénégalais ou bien à tous ceux-là qui sont titulaires d'un bail amphithéotique à usage d'habitation d'aller demander la transformation gratuite en droit de propriété. Je précise, il s'agit du bail amphithéotique à usage d'habitation et pas du bail amphithéotique à usage professionnel. Aujourd'hui, dans cette affaire de Ndingler, quand le gouvernement va jusqu'à mener une médiation entre Babacar Ngom et les paysans, ça veut dire que quelque part, Babacar Ngom a raison de dire que ces terres m'appartiennent. Au plan juridique, M. Ngom, actuellement, il a raison. Je m'explique. Vous savez, les droits réels, l'amphithéose, peut-être on aura l'occasion de revenir sur les baux sur le littoral, l'amphithéose, le droit de propriété. Nous avons ce qu'on appelle un système du livre foncier. Vous entendez souvent parler de conservation foncière. Les conservations foncières sont les gardiens des livres fonciers. Le livre foncier, c'est comme un registre d'état civil. Chaque immeuble immatriculé a une page au niveau du livre foncier. Et chaque droit réel inscrit au niveau de cette page va exister durant tout le temps que va durer cette inscription. Et quand ça concerne le droit de propriété, on ne peut y porter atteinte qu'après une indemnisation. Et là, c'est la loi de 1976 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique qui va l'organiser. Donc si aujourd'hui, M. Babacar Ngom, si ces dires sont avérés, qu'il a un droit de propriété inscrit au livre foncier, si l'État voulait revenir sur ce droit de propriété, obligatoirement, l'État devra d'abord l'indemniser et c'est le juge qui devra veiller à la justesse de l'indemnisation et à son effectivité avant qu'on puisse l'exproprier de son droit. Mamboy Diao, le directeur des domaines, a fait une déclaration sur le plateau de Pape Ngagne en disant que le chef de l'État n'a jamais dit qu'il allait retirer les baux qui ont été octroyés sur le littoral. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il est possible de pouvoir retirer ces baux-là, puisque aujourd'hui on pensait que ça allait se faire. Mais est-ce que dans la légalité, il est possible de retirer des baux déjà octroyés sur le littoral? Au début, j'ai eu l'écho de cette discussion, avant que M. Diaw ne revienne sur la question. Juridiquement, ce n'est pas possible. Je m'explique. Vous savez, le littoral, qu'est-ce qui se passe? Le littoral, dans sa genèse, appartient au domaine public de l'État. J'ai dit tout à l'heure qu'avec la loi de 1976, l'État a un domaine subdivisé en domaine privé de l'État et en domaine public de l'État. Le littoral appartient au domaine public de l'État. Tant que le littoral est dans le domaine public de l'État, le littoral est inaliénable. On ne peut pas le vendre tant qu'il est dans le domaine public de l'État. Mais c'est le code du domaine de l'État lui-même, en son article 19, qui donne l'opportunité à l'État de pouvoir faire ce qu'on appelle le déclassement. Mais même si le code ne précise pas, le législateur se dit que l'État est le dernier garant de l'intérêt général. Donc quand il va déclasser, naturellement, il ne doit être guidé que par l'intérêt général. On lui permet alors de pouvoir faire sortir une terre du domaine public pour l'amener dans son domaine privé. Tellement le législateur croit en l'État, croit en la bonne foi de l'État. Le législateur nous dit, pour faire entrer un immeuble dans le domaine public, un arrêté du ministre suffit.
Mais pour faire sortir un immeuble du domaine public, il faut un décret du président de la République. Maintenant, quand l'immeuble quitte le domaine public, s'il était au niveau du littoral, les 100 pas géométriques, l'immeuble vient dans le domaine privé de l'État. À partir de cet instant, l'État peut le donner en bail amphithéotique. Maintenant, quand l'État donne en bail amphithéotique, nous, en droit, on dit le contrat est la loi des parties. Le contrat, c'est la loi des parties. Tu dois exécuter le contrat, tu dois respecter le contrat sous peine de sanction. Qu'est-ce qui est possible alors? Le décret pouvait être attaqué. Le décret de déclassement pouvait être attaqué. Mais 2 mois après sa date d'entrée en vigueur. Donc le décret de 2017, n'en parlons plus. On a dépassé largement les deux mois. Deuxième chose, revenir sur le contrat, sur le fondement du contrat lui-même. Quand on regarde les baux amphithéotiques signés par la DGID, qu'est-ce que l'on y retrouve? Il y a une fenêtre. Si on te donne un bail et que tu restes 2 ans sans effectuer le pourquoi on t'avait donné le bail, on résilie de plein droit le bail. Mais si tu exécutes le pourquoi on t'avait donné le bail, on ne peut pas résilier le bail. Mais si l'État force, l'État devra t'indemniser aussi. Maintenant, est-ce que l'État du Sénégal... Mais pour protéger le littoral, il faut le faire peut-être. Économiquement parlant, si l'État peut le faire, il n'a qu'à le faire. Mais je pense que l'erreur est là. Ce qu'il faudrait faire, c'est éviter de recommettre les mêmes erreurs dans le futur. Mais si aujourd'hui l'État veut revenir sur les baux, si c'est des baux, est-ce qu'on n'est pas allé en propriété même? Est-ce qu'on n'a pas dépassé l'amphithéotique? Parce que je vous ai dit tout à l'heure... Ils ont juste là parlé de baux. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que quand on te donne un bail amphithéotique à usage d'habitation, tu demandes la transformation en droit de propriété. Donc, est-ce qu'ils sont toujours au stade de bail? Et si c'est un droit de propriété, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, moi, je me dis, oui, même si ils peuvent le faire en forçant, ils devront payer une indemnité. Est-ce qu'ils ont les moyens pour payer l'indemnité? On déclassifie un espace pour que cela puisse servir à beaucoup de monde, pas seulement à une personne privée, mais ce que l'on voit, en tout cas si on traverse la Corniche, c'est que tout ce qui est comme immeuble ou construction sur le littoral n'appartient pas forcément à une entreprise qui est là pour le public. Le plus souvent, c'est des personnes qui construisent leurs maisons sur ces espaces-là. Donc finalement, les pieds dans l'eau. Alors finalement, quel est l'intérêt d'avoir des textes qui encadrent l'aménagement ou l'affectation de cet espace et que quelque part cela ne soit pas respecté? En plus, nous avons des autorités qui sont censées encadrer cela. Mais finalement, ce sont ces autorités qui sont vers qui se tournent. Madame, je vais vous donner 3 réponses si vous permettez. D'abord, je me rappelle d'une phrase du pape Jean-Paul II dans les années 80-92, comme ça. Le pape disait, tout ce qui est techniquement possible n'est pas toujours moralement licite. D'accord. C'est la loi qui permet le déclassement. Mais la loi, regardez, la loi dit, pour classer, un arrêté suffit. Pour déclasser, il faut un décret. Même si on n'a pas fait droit, on comprend l'esprit. Le droit, ce n'est pas simplement les textes. Le droit, c'est le texte, mais le droit, c'est l'esprit du texte. Ça, c'est la première chose. La loi te dit, toi, État, pour vendre des terres, va demander à l'Assemblée nationale une autorisation. Pourtant, tu es le propriétaire des terres, mais va demander une autorisation à l'Assemblée nationale avant de vendre. L'esprit du texte, on le sent encore. Mais le problème, c'est quoi alors? Les textes, c'est des humains qui écrivent les textes. S'adressant aussi à des humains. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de 2004, la loi agressive pastorale. Pourquoi on ne l'applique pas? Malheureusement, le juriste ne peut rien dire. Parce qu'au Sénégal, on a tendance à dire, non, les juristes, mais on n'a pas fauté. Nous, on ne peut que proposer des textes à l'exécutif de veiller à la bonne application des textes. Mais si l'exécutif ne le fait pas, mais aussi au peuple, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que ces décrets-là pouvaient être attaqués. Pourquoi on ne les attaque pas très souvent? Et si c'était l'exécutif qui était derrière tout cela, il y avait une complicité de l'exécutif derrière. Oui, mais si l'exécutif prend un décret, le peuple peut demander l'annulation du décret. Et contrairement à ce que beaucoup de Sénégalais disent, moi, mon dernier ouvrage porte sur la jurisprudence sénégalaise en matière immobilière. Je reviens sur des décisions rendues par la Cour suprême du Sénégal. Plus de 200 décisions rendues par la Cour suprême du Sénégal. Mais il y a des décisions qui sont très souvent rendues. Mais le Sénégalais va te dire, non, je ne vais pas saisir le juge parce que si j'y vais, je n'aurai pas gain de cause. Mais vas-y d'abord, essaye d'abord.
Et mieux même, et là je pense que ça va se renforcer, les maîtres Massokhna Kane et autres auront encore du travail. On a déjà adopté une loi en Conseil des ministres au Sénégal, on attend le vote de la loi sur le prix et la protection du consommateur, qui permet désormais aux associations de consommateurs d'agir en justice et tout ça là. Ça renforce les pouvoirs des associations de consommateurs et tout. Donc ça sera une opportunité pour les populations de pouvoir veiller à la bonne application de la loi. Parce que la loi n'est pas pour les juristes seulement, la loi c'est pour tout un peuple. Donc le peuple aussi doit se sentir intéressé. Est-ce que ce qui reste à faire, c'est d'essayer de voir comment sauver de ce qui reste du littoral, de notre foncier? Au-delà du littoral, oui, de notre foncier, au-delà du littoral, j'aimerais commencer par comment sauver l'agriculture d'abord. C'est le domaine national qui pose l'essentiel de nos problèmes. Il faut une effectivité de la loi de 2004. La loi de 2004 regorge de solutions intéressantes pour les cultivateurs, intéressantes pour les pêcheurs, les agriculteurs, mais même pour la femme. Est-ce que vous savez que dans la loi de 2004, on a textuellement consacré la parité par rapport à la terre? On l'a textuellement consacré. D'accord. Mais le problème, il est là. Il nous faut aujourd'hui, pour moi, le combat qu'on doit mener, c'est une application effective de nos textes. Même les textes qui organisent le littoral, c'est de bons textes. Mais c'est leur application qui pose problème. On dévie l'esprit des textes dans leur application. On doit aujourd'hui veiller à une application qui respecte l'esprit de ces textes-là. Merci beaucoup, professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye. Merci pour le cours, je devrais dire. C'est moi qui vous remercie. Il est professeur agrégé des facultés de droit et il enseigne également à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.